Ne quittez pas, vous êtes bien sur Radio Nour 95 FM. Appelez-nous Lola. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour. J'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Assalamu alaikum, Jen Maramboura, Nisoroma, à l'école au village, la langue, ça compte. Auditeurs de Radio Nour, vous écoutez en direct ce samedi 24 février 2018, votre émission culturelle, l'école au village. Je suis Maël Manomba. La mise en onde est assurée par Abdourazak Ulrich Boissa. Sur ce plateau spécial, nous allons parler du rapport de l'Atlas de l'UNESCO sur les langues en danger dans le monde et les propositions de solutions pour notre pays, le Gabon. Pour en parler, nous recevons M. Thierry Nzamba, administrateur national du programme chargé de la culture pour représenter l'UNESCO. M. Nzamba, bonjour. Bonjour. Pour la partie nationale, nous recevons le chef de service à la conservation du patrimoine, M. Mioulou Charles. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Nous recevons également le département, il est bien présent, le département de langue, Madame Yolande Nzambi du côté de l'université. Madame, bonjour en tout cas. Et pour la seconde partie, pour parler des positions de solutions, nous aurons, il va arriver, il est déjà dans notre studio, Monsieur Richard Mbe, pour avoir organisé déjà 2 fois le Festival national des langues maternelles au Gabon, le premier festival, et il est président de l'ONG Passerelle. Monsieur Richard est avec nous dans les locaux de Radio Nour, il sera parmi nous pour la seconde partie. Un atlas des langues en danger dans le monde a été publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture avec le soutien du gouvernement norvégien. Pour le cas du Gabon, le rapport de cet atlas indique que certaines langues, donc le benga, le buissi, le kandé, le maongwe, le saké, le singu et le tchitchengue, sans oublier le bumbu, sont sérieusement en danger. Nous allons démarrer notre tour de table en apportant une précision à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on entend par langue maternelle? Avant de vous donner la parole, tour à tour, là, je vous propose d'écouter la définition du professeur de linguistique à l'université Omar Bongo, Daniel Franck Idiata, qui n'a pas pu être avec nous, mais nous l'avons enregistré. Si Abdourazak est prêt. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Donc vous avez la langue maternelle qui est la L1, donc votre première langue. Vous avez une deuxième, une troisième, une quatrième. Par exemple, en ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village. Ma deuxième langue, ça a été le français à l'école. Ma troisième langue, ça a été l'anglais au collège et au lycée, bien entendu. J'ai acquis d'autres langues, comme le fang, que j'ai quasiment perdu, parce que j'ai grandi aussi en milieu wellentémois et dans le Moyen-Ogooué. Voilà, donc il faut bien que les gens comprennent que ce qu'on entend par langue maternelle, ça ne veut pas dire langue endogène, langue vernaculaire, parce que dans la réalité des faits, et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Appelez-nous Lola. Pour le professeur Daniel Franck Idiata, pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, le français est devenu une langue maternelle. Tour à tour, après cette définition, scientifiquement, quand on entend par langue maternelle, je commence par ma droite, Madame Zambier, oui. La définition proposée par le professeur Idiata est tout à fait exacte. Donc on entend par langue maternelle dans un domaine scientifique la première langue d'acquisition. D'accord? C'est la première langue dans laquelle l'enfant va recevoir son éducation. La langue maternelle ici, ce n'est pas la langue de la mère, forcément, c'est la première langue dans laquelle tout individu reçoit son éducation de base. C'est ce qu'on appelle la langue maternelle. Et l'explication de monsieur de l'UNESCO, monsieur Nzamba? Non, mais je pense et je souscris à ça. C'est ça une langue maternelle, donc les définitions ne changent pas en fonction des institutions. Même si nous, on est UNESCO effectivement, mais de façon globale, ce sont des spécialistes, des experts qui commettent des rapports et puis qui sont attestés par l'ensemble de la communauté scientifique. C'est bien ça une langue maternelle. Alors, au côté, vous souhaitez ajouter quelque chose, madame? Oui, je voudrais quand même ajouter que dans notre cas, dans notre contexte, généralement, comme
nos enfants, tout enfant grandit à côté de ses parents. Donc, du coup, on assimile à langue maternelle la langue de la maman, la langue du papa. On est d'accord? Mais la définition scientifique, c'est la première langue d'acquisition. Mais dans le cas de nos langues, on n'attend pas la maternelle, la langue de mon père, la langue de ma mère, celle que j'utilise quand je communique avec les miens. Alors, du côté du ministère de la Culture, la langue française aujourd'hui est devenue langue maternelle pour les jeunes Libreville, les jeunes Gabonais. Qu'est-ce que ça vous fait? Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité, représentant justement le ministère de la Communication, de l'économie numérique, de la culture, des arts et des traditions, chargé de l'instruction civique et de l'éducation populaire. C'est une question qui interpelle parce que aujourd'hui on constate bien que nos langues sont véritablement menacées. Menacées justement par des langues d'emprunt, en l'occurrence le français. Le français, nous l'avons depuis la coloniale. Le colon est arrivé, bon, ce n'est pas une façon de stigmatiser leur présence, mais c'est plutôt un constat même, parce que notre identité se définit effectivement à travers notre langue. On ne peut pas vraiment se prononcer dans le monde dans la mesure où vous n'avez pas un élément vous permettant justement de communiquer avec les autres pour partager justement votre culture. Donc nos langues sont véritablement en danger. C'est un cri d'alarme. Il va falloir qu'on mette des bouchons doubles afin que justement on vienne à bout de cette situation. Alors merci, avec l'espoir que c'est plus ou moins clair chez nos auditeurs. Passons à présent à la thématique de cette émission, la situation des langues maternelles au Gabon. Est-ce qu'une enquête des mots ethno- et sociolinguistiques rigoureuse a été réalisée sur l'ensemble du territoire pour connaître avec précision le nombre de langues maternelles au Gabon? D'abord, madame, du côté du département de linguistique de l'UOB. Je voudrais préciser, c'est le département des sciences du langage, Oui, des sciences de l'information et de la communication. Puisqu'en fait, on a été jumelé à l'ex-département de la communication, donc c'est un département qui prend en compte non seulement les sciences du langage, mais aussi la communication et l'information. Alors, je ne sais pas votre question, elle est en rapport avec la place de l'UNESCO ou de manière globale? D'une manière au niveau national, on parle des langues en danger, des langues maternelles au Gabon, mais est-ce que ce n'est pas un sujet, on ne va pas dire abstrait, mais très concrètement sur le terrain, est-ce qu'une enquête socio-ethno-démolinguistique a été vraiment menée pour savoir la situation de nos langues au Gabon, au-delà de cet atlas justement, qui n'est qu'un apport de l'UNESCO? D'accord. Je voudrais peut-être revenir, puisqu'on en a parlé, le professeur Diata, dans une de ses publications, justement, a fait un atlas qui avait pour mission de recenser. On a déjà des classifications, scientifiques qui vont au-delà du Gabon. Ça veut dire que vous avez un certain nombre de scientifiques qui, sur la base des travaux linguistiques réalisés sur le plan international, font des classifications. Et à partir de ces classifications, on a recensé jusqu'aujourd'hui plus d'une soixantaine de parlers. D'accord? Je ne parle pas de langue. Je ne parle pas de langue parce que la définition de la langue est différente. Quand on parle de parler sur le plan scientifique, c'est qu'on n'a pas encore fait la distinction entre langue et dialecte. C'est que nous avons donc cette difficulté. Quand on parle d'une soixantaine de parlers, est-ce que c'est 60 langues? Est-ce que c'est un certain nombre de langues avec des dialectes? Quand on parle de dialecte, un dialecte en fait c'est une manifestation particulière d'une langue selon une région particulière. L'enquête a été menée, oui ou non? Mais bien sûr que les enquêtes sont faites. Si on parle d'une soixantaine de langues, c'est que les enquêtes sont faites, c'est qu'on a les données là-dessus. Et la classification ethno-linguistique du professeur Kwendi, vraiment qui est la plus complète possible par rapport aux langues du Gabon. On a plus d'une soixantaine de langues, mais qui pourraient être ramenées, une soixantaine de parlers, qui pourraient ramener en gros à une dizaine de langues. Parce que dans la plupart des cas, l'étude dialectologique devrait être encore, des études dialectologiques devraient encore être faites pour voir à l'intérieur de ces ensembles quelles sont les langues, quels sont les dialectes. Certains groupes sont déjà clairs.
Je parlerai par exemple du groupe fond. On sait qu'il y a un grand groupe fond avec des dialectes à l'intérieur. Vous avez le dialecte Atsi, vous avez le Mekè, vous avez le Nzaman, vous avez le Tourou, etc., etc. Le groupe Omien aussi est assez complet, mais pour beaucoup de langues du Sud, il faudrait encore faire une étude dialectologique approfondie pour voir à l'intérieur de ces groupes où sont les dialectes, où sont les langues. L'étude de socio-linguistique, démographique, vous savez, continue d'être menée. Oui, mais bien sûr, on continue là-dessus. Au niveau du ministère de la Culture, qu'est-ce qui est fait pour justement recenser ces langues et savoir leur situation? D'après justement mes informations, jusqu'ici, sauf un peu de texte que nous avons mis en place, en l'occurrence le nouveau texte 572 qui crée justement une nouvelle direction générale du patrimoine culturel. Et là, à l'intérieur, il est évoqué la question liée à l'état des langues. Comme c'est un texte qui n'est pas encore mis en application, aujourd'hui, je ne peux pas véritablement me prononcer pour les questions liées aux enquêtes sur le terrain. Parce que, avant justement que nous continuions, je voudrais préciser ici que la direction de la conservation du patrimoine sur le terrain procède par inventaire. Donc si nous n'avons pas encore fait des inventaires, c'est difficile pour nous nous prononcer par quant à... Permettez que j'insiste. Alors est-ce qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après, est-ce que ce n'est pas une... Non, je ne dirais pas cela. Question de priorité certainement. Peut-être, mais je ne dirais pas cela. Mais il y a quand même un travail il y a des efforts justement qui se font, mais on attend, sinon c'est ce qui est dedans, on prend la mesure de la difficulté qui se pose devant nous. Quelles sont les difficultés justement? Bon, elles sont quand même un peu diverses parce qu'il faut quand même qu'on ait des spécialistes. Ils sont bien là et pourtant. Ils sont bien là, mais je ne veux pas vous évoquer ici la question liée aux moyens financiers. Donc vous voyez que le pays actuellement connaît un peu des difficultés. Bon, ok, d'accord. Est-ce que la politique linguistique du Gabon garantit la promotion et la préservation du patrimoine linguistique? Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter le professeur Guy Rosatanga Rigno, professeur de droit et spécialiste de sociologie politique. Si la régie est prête. Sur le plan politique, l'impulsion a été très clairement donnée dans la Constitution de 1991. Cette Constitution a très clairement inscrit le principe de la sauvegarde de ces langues nationales et en même temps, si vous voulez, a affirmé la nécessité, l'obligation pour l'État d'assurer la préservation de ces langues. Il ne reste que entre l'affirmation du principe constitutionnel et sa mise en œuvre, il y a un pas, et un grand pas. Appelez-nous le Hollande. Enfoulé, enchaîné par le moderne et son côté violent. Alors, nous venons d'écouter le professeur Guy Rosatanga Rigno. Je vous propose d'écouter à présent le point de vue du professeur Daniel Franck Idiata, qui lui aussi nous donne son point de vue. Malheureusement, le fait linguistique n'a pas été pris en considération par aucun gouvernement depuis 1960 dans notre pays. On n'a pas pensé aux langues, même si dans la Constitution, on dit que la langue officielle au Gabon, c'est le français, et que le Gabon promeut donc les langues nationales afin de les conserver. Mais le Gabon n'a posé aucun acte pour pouvoir montrer qu'il est en train de valoriser les langues pour les préserver aux générations futures. Donc, nous sommes dans une situation où la plupart des langues du Gabon, sinon presque, sont des langues en danger d'extinction à brève échéance. Appelez-nous le Hollande. Le professeur Daniel Franck Idiata, nous connaissons tous la disposition constitutionnelle, c'est le titre premier de la République et de la souveraineté dans son article 2. Au-delà de ces lignes, est-ce que la politique linguistique au Gabon garantit la promotion du patrimoine
linguistique. Madame, d'abord, du côté de l'université. Oui, je crois que le professeur Diata a déjà dit ce qu'on... En fait, la situation des langues du Gabon se résume dans cet article. Ça veut dire qu'on leur accorde pas une grande place. C'est tellement léger quand moi je lis cet article 2. Le texte est clair. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. C'est-à-dire, dans tout ce qui va se faire comme acte public, c'est le français. Mais nos langues, elles vont se cantonner juste à la promotion. Qu'est-ce qu'on entend par promotion? Par promotion. Par révalorisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes? Qu'aujourd'hui, quand on voit la situation actuelle, on se rend bien compte qu'en fait, c'est juste, il ne faut pas qu'on en parle trop, bon, qu'on ne les éteigne pas complètement, mais en fait, elles servent pas. Si elles peuvent survivre, tant mieux. Voilà, elles ne servent pas à grand-chose. Donc, pour moi, c'est vraiment tout le danger des langues du Gabon est déjà dans ce texte. Et je ne suis pas très étonnée de voir, en fait, la direction que les choses prennent. Le ministère de la Culture, le patrimoine culturel. J'ai adopté par cette position, ça c'est la position justement des universitaires. Ça, c'est justement la compréhension de la question, la situation. Mais, alors, pour vous aider, si vous permettez que je vous interrompe, le 21 février, c'était la journée des Nations Unies pour la promotion, la révalorisation des langues maternelles. Au niveau du ministère de la Culture, qu'est-ce qui a été fait pour promouvoir, révaloriser nos langues gabonaises? Bien. Pour justement l'invitation, c'est hier que je l'ai appelé, hier je crois autour du 13 que j'ai réussi. Mais quant à la situation même, de la question même de... L'article 2 est clair, c'est la partie nationale. Le Gabon fait la promotion et la révalorisation des langues maternelles. Deux grands thèmes, promotion et révalorisation. Au niveau du département, au niveau de votre service, qu'est-ce qui est fait très concrètement pour faire la promotion et la révalorisation des langues gabonaises? Madame, je vous ai parlé d'entre les jeux que jusqu'ici on est encore au niveau des textes. Nous avons déjà des textes. Ce qui reste à faire, c'est de leur mise en application. Alors, le jour où... c'est quand même 50 ans après, monsieur. Oui, 50 ans, mais de toute façon, tout ne peut pas se faire automatiquement, comme le bateau magique. Mais les choses sont justement en réflexion. On attend, on avance. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, ok, d'accord. Avec l'espoir que nous n'allons pas attendre les prochaines 50 années, sinon les résultats seront graves. Alors, l'Atlas de l'UNESCO, nous allons en parler, réalisé avec le soutien du gouvernement norvégien. C'est la 3e édition. Pour parler de cet Atlas de l'UNESCO des langues en danger, ma question s'adresse aux spécialistes programme culture de l'UNESCO. Pourquoi la mise en place d'un aussi vaste projet? Merci. Avant de vous répondre, je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 questions importantes qui ont été évoquées jusque-là. Parce que je pense effectivement que pour tous les pays à côté desquels l'UNESCO travaille, nous sommes pour le multilinguisme. Même si effectivement dans les différents États, le français ou l'anglais sont des langues qui sont attestées, mais l'UNESCO dans ses politiques poursuit le multilinguisme et favorise le multilinguisme. Donc pour nous, c'est très important déjà que dans la Constitution du Gabon, effectivement, on reconnaisse les langues nationales, même si le français est la langue officielle. Et effectivement, et dans un certain nombre de pays, notamment ici au Gabon, on voit bien que les universitaires, par exemple, sont au contact, travaillent sur les questions de langue. Et Madame Zang, juste là, venait de vous dire qu'il y a un certain nombre de travaux qui montrent effectivement qu'il y a un certain nombre de parlers au Gabon et qui existent, on peut parler de leur vitalité. Maintenant, pour revenir à cet atlas-là, cet atlas a montré qu'à travers le monde, 2500 langues à peu près sont en danger sur les 6000 qui ont été recensées. Bon, pourquoi lancer cet atlas? Parce qu'on considère, nous, que la langue, au-delà de la communication, la langue, c'est les savoirs. La langue, c'est la culture. La langue, c'est l'identité. La langue, c'est vraiment l'homme lui-même dans son essence. Donc, si les langues disparaissent, c'est un gros problème pour l'identité, c'est un gros problème pour les savoirs, c'est un gros problème pour la culture. Mais derrière la culture, il y a aussi, on peut parler de biodiversité, parce qu'il y a des savoirs qui sont liés à la biodiversité. Donc, la langue, pour nous, c'est un élément important de développement. D'où d'ailleurs le thème de cette année, langue et développement. Et
On considère que si on veut travailler, si on veut continuer à pérenniser les langues, il faut effectivement une grosse étude sur le plan international et l'UNESCO est très bien placé pour effectivement mener ce type d'études. C'est le but de cet atlas-là qui a aussi couvert le Gabon. Et d'ailleurs, dans cet atlas, on a démontré que pour le Gabon, il y a, je pense, 8 langues qui étaient en langue que vous avez citées tout à l'heure. Maintenant, comme le disait Madame Zhang tout à l'heure, ces langues-là, si vous en parlez au Gabon, on vous dira peut-être qu'on ne les connaît pas. Tout à fait. Parce qu'il y a des grands parlers, il y a ceux qui ont le plus grand nombre de locuteurs qui sont très bien connus, mais ces langues-là, ou bien ces parlers-là, pour reprendre les expressions des scientifiques, donc des linguistes, ces parlers-là ne sont peut-être pas tout à fait connus parce que peut-être qu'ils sont en voie de disparition. Et la crainte encore, c'est que quand ils sont en voie de disparition comme ça, les cultures qui vont avec, toutes les traditions qui vont avec, les savoirs qui sont liés à ces communautés-là vont disparaître. Pour nous, c'était l'intérêt de cet atlas-là, d'avoir une idée générale de l'ensemble des langues et de tirer la sonnette d'alarme. En réalité, c'est ça aussi. Il faut tirer la sonnette d'alarme au niveau de tous les gouvernements que, attention, il faut sauvegarder vos langues, attention, il faut sauvegarder vos langues parce que voici l'intérêt des langues. Justement, pour parler de la sonnette d'alarme pour les gouvernements, rappelons que cet atlas est le résultat d'une collaboration internationale de plusieurs linguistes venant des différents pays. Sur le plan local, quel a été le niveau d'implication du gouvernement et des linguistes? Bon, il faut déjà dire, comme je l'ai dit, que l'UNESCO travaille avec les gouvernements, avec les gouvernements de chaque État. Maintenant, je ne peux pas vous dire très précisément, parce que je n'ai pas l'information, risque de me tromper, si un linguiste gabonais a été associé à ce travail précisément concernant le Gabon. Mais je sais que pour l'Atlas... Non, ce n'est pas le cas parce que j'ai le rapport. J'ai le rapport, il est en numérique, malheureusement. Exact. J'ai le rapport. Mais de façon globale, en réalité, il y a 30 linguistes à travers le monde qui ont été, qui ont réalisé cette étude-là. Et comment on va dire, et je pense que Mme Zhang me disait que les rapports internationaux, les travaux internationaux, par exemple, qui sont faits à travers le monde, servent aussi au Gabon. Ce ne sont pas seulement les linguistes gabonais qui font des travaux sur le Gabon. Il y a des travaux internationaux depuis de longues années, des travaux qui sont faits et qui après sont récupérés aussi par des spécialistes gabonais. Et, voilà. Alors, après avoir présenté en quelques mots l'Atlas des langues en danger dans le monde, réalisé par l'UNESCO, nous pouvons retenir que pour le cas du Gabon, sauf si Monsieur de la Culture souhaite ajouter quelque chose. Non. Alors, nous pouvons retenir donc que pour le cas du Gabon, plusieurs langues sont menacées d'extinction. On va revenir simplement du côté de Madame de l'université, au niveau local, au niveau national. Quels sont les rapports avec l'UNESCO dans le cadre justement des langues? Écoutez, je crois que vous avez eu la réponse il y a quelques minutes seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de rapport. Pourquoi? C'est ce qu'on déplore, ça veut dire qu'en fait, sur une grande thématique comme les langues maternelles, les gens travaillent trop de manière isolée. On ne peut pas faire une atlas, on ne peut pas faire un travail aussi important. C'est vrai qu'il y a des experts internationaux, mais quand on est également des experts sur le plan local, je crois que déjà voir ce qui est fait sur le plan national, sur le plan local, quels sont les travaux qui existent sur un certain nombre de langues, quelles sont les recherches qui sont faites dans cette perspective. Mais malheureusement, comme vous le constatez, je le constate avec... Je vous disais hier, je n'étais même pas au courant, du moins le département des sciences du langage. Et les enseignants ne sont même pas au courant de ce travail. C'est comme si en fait les choses se faisaient toujours de manière parallèle et qu'on ne devait jamais se rencontrer. Donc chacun menant sa petite bac de son côté et du coup les résultats sont ce que... Demain quelqu'un d'autre va commettre la même étude sans déjà prendre au PNL ce qui existe. Parce que chacun veut, on a l'impression qu'on veut réinventer chaque fois la roue et que chacun mène les choses de son côté. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'on devait, si on veut y arriver, il devait y avoir une synergie. On est d'accord, une synergie pour qu'on puisse aller dans le même sens. Mais on est trop dispersé, trop éparpillé sur la question des langues maternelles. On se dit, l'université, c'est des chercheurs, ils font ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait. Et puis du coup, à un moment ou à un autre, on se rend compte que c'est dommage parce que si on mettait un certain nombre de choses ensemble, il y a des choses qu'on ne ferait plus dans la même direction parce qu'il y a déjà des éléments qui existent qui ne méritent peut-être soit à être renforcés, soit tout simplement peut-être à être divulgués parce que des choses se font de ce côté-là.
Je vous disais tout à l'heure, le professeur Diata, il y a une atlas qui a les langues du Gabon qui était, bon, c'est pas la même thématique parce que là c'est les langues en voie de disparition. Lui c'était encore un travail de recensement, de voir dans tous les coins, dans tous les recoins de nos villages, quelles sont les différentes langues parlées. Mais je crois que c'était déjà quelque chose qui existe. Mais est-ce que ça a été pris en compte? Je n'en sais rien. Et on a toujours l'impression que faire venir des experts de l'extérieur donne de meilleurs résultats. Du moins, c'est mon avis. C'est aussi, si vous permettez, et je pense que c'est l'intérêt de la Journée internationale de langue maternelle. Parce qu'autour de la Journée internationale de langue maternelle, ça permet effectivement de dialoguer, d'établir un dialogue entre toutes les parties prenantes sur le plan national. Et les travaux qui peuvent exister sur le plan international sont mis sur la table, les travaux qui peuvent exister sur le plan national sont mis sur la table, et tout ça est discuté entre les différents experts internationaux, toutes les institutions internationales qui peuvent être présentes, et les experts nationaux pour définir finalement avec les institutions nationales qui sont peut-être en charge des politiques linguistiques pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est en cela que je salue peut-être aujourd'hui cette table ronde que vous avez, dont vous avez eu l'initiative. On a en face le ministère de la Culture, on a des universitaires et puis on a nous, l'UNESCO. Ça nous permet d'avoir là une table ronde, de discuter, de savoir qu'il y a peut-être des choses que nous pouvons faire et nous prenons ensemble des engagements pour se dire, c'est la question qu'on développait déjà avec Madame Zan, qu'on se dise peut-être que pour l'année prochaine, il faut qu'on voit effectivement comment on fait pour célébrer au mieux ensemble la Journée internationale de langue maternelle en associant bien sûr les questions d'éducation, notamment l'éducation nationale. Et ça, je partage l'idée qu'il faut que le rapport de l'UNESCO soit mis à jour sur le plan national par les experts nationaux qui existent. Mais en même temps, la sélection internationale des experts qui ont travaillé à ce rapport-là, c'était un appel à candidature. En réalité, c'est un appel à candidature. Donc, les experts, les linguistes ont candidaté pour faire partie de ce rapport et en fonction de leurs compétences, ils ont été repartis sur la sous-région. Alors tout à l'heure, Madame de l'université vient d'évoquer un sujet assez sensible, manque de synergie entre les linguistes, les spécialistes et les politiques. Pourquoi, monsieur de la Culture? Bon, en venant, je me suis dit par rapport à l'invitation, que lorsque vous avez précisé la présence de l'expert de l'UNESCO, et sans évoquer la présence des linguistes, bon, j'étais quelque peu interrogatif parce que lorsqu'on parle des questions liées aux langues, il faut nécessairement que le département des sciences et langages soit présent parce que c'est... Ils sont déjà là. Oui, justement, c'est ça. C'est déjà ça, c'est déjà cela. Madame a parfaitement raison du fait qu'il n'y ait pas de synergie. Mais il y a déjà un début, on va simplement corriger justement le titre pour aller justement dès la fin. Si vous permettez, je voudrais peut-être un peu au-delà mais je voudrais compléter quand même. Parce que je pense que les départements ministériels qui peuvent exister s'appuient aussi sur l'expérience des experts nationaux qui existent. En l'occurrence, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, si on parle de la politique linguistique au Gabon, on ne doit pas se focaliser uniquement sur le fait que le ministère en charge de cette politique ne l'ait pas fait, il l'ait fait. On ne doit pas se focaliser dessus. On doit regarder de façon globale. Est-ce qu'il y a quand même des travaux sur la langue qui se font? Et à ce moment, on les pose sur la table. On a relevé tout à l'heure, par exemple, vous avez dit, les travaux de Franck Diata, ou même de façon globale de tous les enseignants de linguistique. Il y a bien de nombreux travaux qui existent sur les langues du Gabon. Donc on ne peut pas dire que... Et ça, nous en sommes fiers parce que nous avons ces travaux-là. Lorsque nous allons sur l'international, on ne dit pas qu'au Gabon, il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela. On sait qu'il y a des travaux qui existent parce que nous nous appuyons sur les travaux d'experts. Et je pense même qu'en réalité, ce qui se fait même dans les départements ministériels, c'est qu'ils récupèrent les travaux des scientifiques et puis c'est sur la base de ces travaux des scientifiques qu'ils développent les politiques nationales. Alors, nous pouvons retenir que pour le cas du Gabon, plusieurs langues sont menacées d'extinction. Pour parler des langues du Gabon, elles sont en danger. Quelles sont les raisons? Je vais peut-être commencer. Parce que effectivement, le problème de la disparition de nos langues est une question préoccupante. Sur le plan en fait, de ce qui se fait à l'international, on a un certain nombre de critères. Oui. Un certain nombre de critères qui conduisent qui sont en danger. Alors, je vais prendre Fishman. Enfin, je vais me référer à Fishman, qui parle du stade 6, 7 et 8. Alors, au stade 8, la langue est parlée par quelques vieilles personnes. Elle est vouée à l'extinction. Donc, nous sommes dans cette situation. Voilà. Les locuteurs les plus jeunes sont les grands-parents. Voilà. Ensuite, la langue reste limitée aux événements et cérémonies culturelles.
Nous sommes encore dans cette situation. Quand il y a des campagnes, soit sur le... sensibilisation. Voilà, c'est là où on prend quelques grands groupes. Voilà, et puis on vient faire quelques messages. Et quand il y a des événements, on vient danser sur la base des notes musicales, des notes de nos langues. Mais ça se limite à ça. Et ensuite, les enfants apprennent la langue par le biais de leurs parents, le voisinage et la communauté. Il y a encore quelques parents qui font cet exercice d'apprendre leur langue aux enfants. Vous voyez, voilà les critères qui amènent déjà à la disparition des langues sur le plan scientifique. En dehors de ce que nous savons, sur le plan scientifique, voilà déjà les critères. Et toutes les langues du Gabon rentrent dans ces critères-là. Dans ces critères-là, donc, du coup, à court, à moyen ou à long terme, je crois que nous y allons tranquillement. Même pour le cas des langues qui se portent bien aujourd'hui. Même pour le cas des langues qui se portent bien aujourd'hui, parce que qui parlent correctement encore, c'est peut-être des gens de ma génération, ou peut-être des générations après moi. Mais la génération après moi, ça veut dire ceux qui, à peu près, des petits-enfants, aujourd'hui, c'est d'ici 10 ans. Quelles sont les raisons? Les raisons, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que la langue n'est plus parlée à la maison. Okay? La première cellule d'éducation, c'est quand même la maison. Donc l'école vient en renfort. Si dans la maison, on vient déjà avec des lacunes, comme c'est le cas des enfants, même certains grands-parents parlent en français, et que l'école présente également des lacunes, c'est le cas des politiques linguistiques inexistantes par rapport à l'apprentissage des langues maternelles. Donc du coup, vous voyez bien que de part et d'autre, il n'y a pas grand-chose qui se fait, et l'enfant reçoit comme une éducation. Il reçoit l'éducation de la maison, il ne parle pas en français, il a l'éducation de l'école, où il parle en français, il a l'éducation de la rue, où il parle avec un langage on ne sait plus à quoi ça ressemble. Donc il a comme ça plusieurs types d'éducation, et là-dedans, il doit faire le tri pour pouvoir avoir une assise. Je ne sais pas si on se rend compte de l'exercice qu'on demande à ces enfants aujourd'hui, parce que soit du côté de la maison, la base est vraiment fragilisée. À l'école, on leur dit c'est uniquement ça, si vous voulez réussir dans votre vie, c'est le français. Si vous ne parlez pas français, écoutez, votre vie est quasiment déjà mise à mal. Donc vous voyez, il y a toutes ces raisons qui font en sorte que, associées aux raisons scientifiques, nos langues vraiment ne se portent pas bien du tout. Alors je vous propose à présent d'écouter le quatrième élément de la régie, pour avoir la réaction, le point de vue du professeur linguiste Daniel Franck-Idiata. Les raisons sont multiples. La première, c'est le nombre de locuteurs de plus en plus bas. Vous avez des communautés ethniques comme les Evia, un seul village à Mavono, Ungwassa, au large de Fugamou. Vous avez les Apinji. Il n'y a plus que la région de Saint-Martin, qui est vraiment la zone d'implantation spécifique des Apinji, et qui ne sont pas nombreux du tout. Et quand on sait que ces gens-là ne se marient plus entre eux, parce que quand vous êtes moins nombreux, la parenté aidant, vous allez chercher votre épouse ou votre époux en dehors de la communauté, donc les enfants qui naissent ont de moins en moins de chances d'être des locuteurs de la langue de la communauté, soit en tant que langue maternelle, ou en tant que L2, et ces cas sont aussi avérés. Et donc malheureusement, moins il y a de locuteurs, ou moins il y aura de locuteurs de ces langues-là, certainement elles vont mourir. Parce qu'une langue meurt lorsqu'il n'y a plus de gens qui la parlent comme langue de communication au quotidien. L'exemple du latin, l'exemple du Kassabé, qui a été une langue du Cameroun, que David Crystal, un encyclopédiste britannique, venait de découvrir avec le dernier locuteur qui était mort en 1996. Donc vous voyez bien que si rien n'est fait du côté du ministère de la Culture notamment, eh bien, tout est perdu. Appelez-nous le Holland. Alors, tout de suite, vous voyez, monsieur de la Culture, vous êtes invité à répondre à cette question. Les raisons sont multiples, qu'on vient de le dire, professeur Daniel Franck-Idiata, pour sauver notre patrimoine linguistique. Qu'est-ce qui doit ou qu'est-ce qui peut être fait au niveau du ministère de la Culture d'abord? Eh bien, puisqu'il y a le terme de révalorisation de nos langues maternelles, la question sera prise le problème sera pris à bas le corps. Nous allons travailler davantage dans ce sens parce que nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés d'un côté par les scientifiques, de l'autre par les Nations Unies. Le travail va se faire dans les tout prochains jours. Et nous allons mener justement... Qu'est-ce qui est en vue dans les tout prochains jours?
Bon, pour l'instant, je ne peux pas trop me prononcer au risque d'avancer. Trahir des secrets. Voilà, justement. Nous allons travailler, nous allons nous y mettre. Alors, c'est sur cette question que nous abordons la deuxième partie de ce plateau, ce plateau spécial. Et là, je vais inviter tour à tour d'abord M. Richard V, président de l'ONG Passerelle. Il est l'initiateur du premier festival national des langues, puisque là, on parle des raisons. Donc, on va inviter M. Richard V, qui va arriver pour nous parler de son festival et nous dire clairement est-ce que le festival seul suffit. Au-delà d'un festival qui est déjà organisé, je ne vais pas en parler en l'absence du promoteur. Madame du ministère du côté du département des sciences et du langage, quelles sont les solutions pour sauver nos langues maternelles? Écoutez, je vais peut-être rebondir un peu sur ce qu'a dit le représentant du ministère de la Culture. Je peux tout simplement lui dire, dit dans les prochains jours, les choses se feront. Mais je voudrais le rassurer, monsieur, pour lui dire tout simplement que on n'est pas là pour tout recommencer à zéro. Si vous arrivez du côté du département des sciences de langue, les descriptions de nos langues sont faites. C'est-à-dire sur à peu près une soixantaine de langues existantes. Je crois que le département des sciences de langage en a déjà décrit au moins plus d'une cinquantaine. Ça veut dire que si les choses ne démarrent pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de données. Les données sont là, les scientifiques donnent le but du département des sciences du langage, ce n'est pas de faire une politique linguistique. Nous sommes là pour l'aspect scientifique. Nous sommes là pour la mise en évidence des langues. Et quand ces choses-là sont faites, théoriquement, elles devaient être récupérées. C'est un travail à la chaîne. C'est un travail à la chaîne. Il y a un premier niveau, il y a un second niveau, jusqu'au niveau où on arrive à la standardisation et à la codification des langues. Mais au niveau des données, si aujourd'hui on n'a pas de langue, ou on ne parle pas d'éducation en langue maternelle, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de données. Toutes les données, qu'elles soient sur le plan linguistique, sur le plan socio-linguistique ou sur le plan didactique, les données sont là. Mais malheureusement, les sciences du langage ne peuvent pas faire le travail des didacticiens. On est d'accord? Ça veut dire qu'à un niveau et un autre, il faut que le ministère de l'Éducation nationale prenne la relève. Il faut que l'IPN joue son rôle. Justement, pour parler du ministère de l'Éducation nationale, ils ont également, comme le cas de l'UNESCO et du ministère de la Culture, reçu une correspondance pour être sur le plateau, mais certainement, question de priorité, il n'a pas pu être. Juste peut-être pour rebondir sur cette question, donc le lien de la langue avec les questions d'éducation. Vous savez, les ODD pour l'agenda 2030, effectivement, l'ODD numéro 4 sur les questions d'éducation, la cible 4-6, l'éducation, la langue entre dans les questions d'éducation. Et donc, il faut que la langue soit dans les systèmes éducatifs. Il faut qu'au-delà de la culture, il y a aussi les questions d'éducation qui doivent intégrer les questions linguistiques. La langue doit être prise dans cet esprit-là. Maintenant, peut-être aussi de façon globale, en matière de revalorisation, en matière de promotion de la langue, que faut-il faire pour revitaliser les langues, leur donner, si on peut appeler ça comme ça, un nouvel élan. Il ne faut pas aussi oublier que les nouvelles technologies, elles existent. Il faut, et si on dit, et quand on regarde les critères, les jeunes ne parlent plus les langues, mais quels sont les outils que les jeunes utilisent aujourd'hui? Les jeunes sont tous réseaux sociaux, c'est les nouvelles technologies qu'ils utilisent. Il faut regarder vers cet élément-là pour trouver peut-être comment aller vers les jeunes en utilisant les moyens qu'eux-mêmes utilisent, notamment les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Il faut les utiliser comme outils de promotion pour les langues. Mais pour les utiliser, excusez-moi, pour les utiliser, il faut encore qu'on élabore des choses. On ne va pas jeter par comme ça sur les réseaux sociaux tout et rien. C'est-à-dire c'est cette mise en œuvre des mécanismes de standardisation, ne serait-ce que dès le début d'écriture. Parce que même si on lance ça sur les réseaux sociaux, on écrit quoi? Oui. On écrit avec quoi? Une fois que je suis d'accord avec vous. Voyez, donc il s'est dit que même ce b.a.-ba pose problème. Ce n'est pas que les données n'existent pas. Je me souviens qu'il y a eu une concertation où on a demandé aux experts de proposer des alphabets et des orthographes. Ça a été fait. Le travail a été fait à la base. Maintenant, il devait suivre son cours pour être validé. Mais jusque-là, on n'a pas. On veut bien. Mais. Juste par exemple, une initiative qui est lancée par le bureau UNESCO aujourd'hui à Libreville, sur le programme TMG, Train My Generation, former ma génération, c'est un bon 5000. Il y a
un concours pour recruter des jeunes et les former sur tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux et nouvelles technologies. Alors, l'idée derrière aussi, c'est qu'on a reçu des candidatures, des jeunes qui veulent créer des applications pour les dictionnaires en langue, qui veulent créer des applications pour les comptes en langue. Et pour nous, on soutient tout à fait ce type d'initiative, parce qu'on pense que c'est une façon de promouvoir les langues en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant les nouvelles technologies. Maintenant, de façon plus globale, on a aussi, nous, reçu un certain nombre de demandes qui viennent d'associations gabonaises, d'ONG gabonaises, qui sont là pour la promotion de langues. Notamment, je pense par exemple à un jeune, Omwiri, qui a sorti récemment des vidéos sur les langues du Gabon qui font la promotion. On le voit sur Internet. Et quand on regarde, il nous demande par exemple de les accompagner dans la promotion de tous ces outils-là. Mais comme je vous dis, c'est des éléments qui existent. Il faut seulement les rassembler et avoir une plateforme commune pour qu'on sache très bien que ça existe. Nous sommes disposés effectivement à accompagner. Alors, du côté du ministère de la Culture, est-ce que ces éléments, est-ce que ces informations, vous les avez? Qu'est-ce que vous en faites? Je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure madame, mais que nous voulons justement aller dans le sens. Alors, le lieu par excellence de ces parler, ce sont les villages. Les villages, c'est vite. Pour des raisons d'ordre économique, il faut aller vers la ville pour chercher un léger mieux. Alors, aujourd'hui, nous voulons travailler. Quand on dit revalorisation de nos langues maternelles, c'est aller vers les concernés, sensibiliser sur les menaces, n'est-ce pas, dont fait l'objet, n'est-ce pas, leur langue. Il faut nécessairement que ces gens-là prennent toute la responsabilité de pouvoir parler avec les enfants à la maison la langue. Ne serait-ce que même le B.A.B.A. du bonjour. Aujourd'hui, c'est très difficile que vous allez voir un enfant à la maison dire bonjour à ses parents en langue maternelle. Donc il faut vraiment qu'on fasse le retour en langue maternelle. Il n'y a pas de communication certainement au niveau des médias, au niveau du ministère de la Communication. Vous devez certainement aussi voir dans quelle mesure sensibiliser au maximum. Oui, mais il y a déjà un travail qui s'est fait, à savoir il y a un groupe justement de gens qui parlent des langues, qui communiquent, qui transmettent justement le journal en langue maternelle. Vous vous souvenez bien, Gabon Première, il y a eu des émissions qui passent justement en langue maternelle. C'est déjà un point de départ, même. Alors, Monsieur Richard, vous êtes parmi nous. Vous êtes l'initiateur du premier festival national des langues maternelles au Gabon. 2 éditions déjà. Est-ce que l'organisation d'un festival, d'abord, comment ça s'est fait? Qui vous accompagne? Est-ce que ça suffit? Déjà, avant de commencer mon propos, j'ai fait un constat. Aujourd'hui, nous parlons de la valorisation des langues, mais j'ai fait le constat que sur ce plateau, personne sur ce plateau s'est présenté en langue. C'est quand même dommage. Non. Le principe de l'émission. C'est vrai, nous sommes là, nous sommes sur le fait de la promotion des langues. Oui, parlons de la question de la promotion des langues. Il est important que nous commençons à montrer le bon exemple. Pour ce faire, je vais me présenter en ma langue maternelle. Madame Vemezu Richard, Manon Côté Azikat, et Obiandon. Donc, Madame Bien, Ode, Nana, Anna, Mangombe, Germaine. Voilà, j'ai fait une traduction française. Alors, je me suis présenté, je suis Vemezu Richard, du clan Kodjen, du village de Zivikat, précisément au nord du Gabon, dans le Lointain, à 2 km de la commune de Yem. Et donc, mon grand-père, c'est Vendon, ma grand-mère, Obiandon. Et ma mère, Mangombe, Germaine. Madame la linguiste, qu'est-ce que ça vous fait qu'il soit le plus jeune des invités qui prend le courage de se présenter déjà dans sa langue maternelle? Moi, j'essaie un peu de suivre un peu le rythme que vous imprégnez. Si vous regardez, j'avais des documents là, j'ai des documents. Et là-dedans, dans ce document, j'ai au moins une dizaine de langues, comme on dit bonjour. Vous voyez, j'ai le Yisango, le Yipounou, le Yilumbo, le Chibili. J'ai tout ça là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, là, je me suis dit, est-ce qu'il faut aller dans ça? C'est-à-dire dire bonjour, au moins dans ces quelques groupes linguistiques. Bon, et puis comme moi, je suis un peu le rythme que vous imprimez. Voilà, moi, je vous suis. Alors, du côté de l'UNESCO, ce soit un jeune, c'est vrai que les langues sont en danger, mais au moins, il a le courage, c'est avec plaisir et passion
qu'il se présente dans sa langue maternelle. Ah mais bien sûr, on ne peut être qu'heureux que les jeunes parlent les langues, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on constate que les langues sont parlées dans les événements culturels, sont parlées dans les rituels, sont parlées simplement par les grands-parents, et lorsque ce sont les jeunes qui parlent les langues, nous à l'UNESCO, on peut qu'applaudir. Et du ministère de la Culture? C'est un effort à saluer, bien entendu, puisque si seulement lui se présente dans sa langue maternelle, bon, tu nous montres le bon exemple. Alors, en tant qu'organisateur d'un festival, parce que vous êtes là pour ça, est-ce que ça suffit? Qui vous accompagne? Est-ce que c'est facile? Comptez-vous continuer? Déjà, il serait nécessaire déjà de présenter mon ONG. Oui, le festival déjà. L'ONG, ensuite le festival, parce que l'ONG, le festival est organisé par une ONG, une organisation. Alors l'ONG s'appelle Passerelle, une passerelle entre les jeunes, la culture et le développement rural. Donc l'objectif de notre ONG, c'est de promouvoir la culture gabonaise sous toutes ses formes positives. En plus de cela, nous faisons aussi la promotion au développement rural et social. Parce que nous pensons que si nous voulons valoriser notre culture, il faut déjà promouvoir les personnes vivant en milieu rural, car elles sont celles qui possèdent l'essence même de la culture gabonaise. En parlant du Festival des langues, c'est une initiative qui a été mise en place depuis 2005, d'accord. Nous avons dans un premier temps sollicité certains organismes, notamment la Direction générale de la francophonie, et qui nous a mis en contact avec Radio Nour, qui nous accompagne depuis pratiquement 2 ans sur cet événement. Alors l'événement consiste à promouvoir les langues et les promoteurs culturels qui font la valorisation des langues gabonaises. Je dirais le festival ne suffit pas pour promouvoir les langues maternelles. Le festival n'est qu'un moyen de valorisation des langues et de prise en compte de la nécessité de promotion de ces langues-là. Moi, je pense personnellement que par les événements tels que les festivals et autres, ça permet juste la prise de conscience des populations, parce qu'il serait nécessaire qu'aujourd'hui les jeunes commencent à comprendre le bien fondé de connaître, comprendre et parler leur langue. Et je pense que sur ce principe, l'État gagnerait à faire un effort dans ce sens en mettant en avant l'aspect économique de la pratique des langues. Je vais prendre un exemple. Simple. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'exploitation forestière, de l'exploitation des mines et tout le reste. Nous savons très bien que les zones où ces gisements ces richesses sont exploitées, c'est les milieux ruraux, c'est les villages. Dans ces villages-là, la plupart des populations qui y vivent ne connaissent pas ou encore ne savent pas parler français, encore moins l'anglais. Or, les entreprises qui exploitent ces ressources aujourd'hui sont des entreprises majoritairement anglaises. Donc les chefs d'entrepreneurs parlent anglais, à la limite un peu français. Donc aujourd'hui, si en mettant en avant l'apprentissage de nos langues au niveau des universités, des collèges et autres, ces personnes qui sortent de là peuvent trouver de l'emploi comme traducteurs. Par exemple, lorsqu'une nouvelle entreprise qui s'implante dans une zone telle que Makongogno, c'est un exemple simple. Même à Moabi. À Moabi, où les populations sont des populations villageoises qui parlent peut-être que... À Moabi, on parle quelle langue Le Pounou. Parle que le Pounou. On peut prendre par exemple un jeune qui sort de l'université, qui sait parler anglais, qui sait parler français, qui sait parler Pounou, qui pourra servir d'intermédiaire entre les villageois et les administrés pour éviter les conflits. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Les conflits arrivent parce qu'il y a un problème de compréhension. Or que ces jeunes-là, ces personnes-là qui maîtrisent ces langues-là peuvent permettre d'éviter ces conflits-là, en sachant expliquer les choses aux populations villageoises, aux explorateurs et aux administrés, les 3 langues, les langues différentes. Vous voyez que si on mettait en avant cet aspect économique, je suis sûr que beaucoup de jeunes seront intéressés à apprendre leur langue. Ils vont se dire, si j'apprends ma langue, aujourd'hui, je peux peut-être servir d'intermédiaire pour une grande entreprise forestière, pour une grande entreprise pétrolière. Donc, je crois qu'il serait nécessaire qu'aujourd'hui, on impose l'apprentissage de langue dans les collèges, lycées et universités. Cela va vraiment aider dans la préservation de nos langues à long terme et pourra même être, à la limite, un moyen économique. Ou encore, comment ça peut s'imposer comme étant le 5e pilier de l'économie gabonaise. Alors, je vous propose d'écouter, merci pour votre contribution. Avant de donner la parole à chacun pour conclure, écoutons les propositions de solutions pour sauver les langues gabonaises données par le professeur de linguistique Daniel Franck Idiata. Cet élément sonore. Est-ce qu'on peut sauver ces langues?
Y a-t-il des pistes de solution ou alors la situation est absolument compromise? La réponse, c'est qu'on peut être optimiste. Tant que les langues sont encore vivantes, elles ne sont pas mortes, eh bien, il y a encore quelque chose à faire. Et cette chose, à mon avis, ne peut se faire qu'à un double niveau. D'abord au niveau de l'État, parce que l'État doit comprendre que c'est son patrimoine immatériel. Mais enfin, comment peut-on valoriser notre pays si on ignore royalement ses us et coutumes? Or, les langues sont fondamentales pour l'expression de la culture d'un pays. Donc, pour moi, la première responsabilité, c'est l'État. Mais l'État seul ne peut strictement rien. Même un décret pris aujourd'hui n'aura aucune application si la communauté ne s'implique pas. Parce que les langues du Gabon sont d'abord des langues des communautés. L'Isangou, c'est seulement la langue des Massangou. Le Mpongwe, c'est seulement la langue des Mpongwe. Le Chiwa, c'est seulement la langue des Bechiwa, etc., etc. Donc, il n'est pas possible d'imaginer que les Bakota vont valoriser l'Isangou, que les Makina vont valoriser l'Ipunu, que les Zambama vont valoriser le Wumvu. C'est pas possible. Les Zambama vont valoriser leur langue, le Lembama, les Teke vont valoriser le Latere, leur langue. Et donc l'État doit pouvoir mettre en place un dispositif pour permettre la création des académies de langue, des associations de langue. Et ce sont seulement ces choses-là qui vont faire que les enfants de la communauté, qui sont majoritairement coupés de leurs us et coutumes parce que vivant à Libreville du fait de l'exode massif des populations vers les villes, abandonnant leur civilisation dans l'arrière-pays, eh bien, ces structures-là vont faire en sorte que les enfants vont se réapproprier leur langue. On l'a vu, la Fondation Raponda Walker a fait une excellente expérimentation qui peut donc être reprise par l'État. C'est possible. Faut-il encore avoir une volonté politique? C'est tout à fait possible et il n'est pas trop tard, du moins je l'espère, pour la plus grande part des langues du Gabon. D'abord, je voudrais féliciter l'Immaculée Conception. Mais l'Immaculée Conception, finalement, est restée dans la tradition de l'Église et des prêtres. Vous savez que avant l'indépendance du Gabon, eh bien, les missionnaires ont valorisé les langues. Si vous demandez à nos parents ou grands-parents, ils vont vous dire qu'ils apprenaient nos langues à l'école. C'est donc que c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc c'est en cela que je dis à l'Immaculée Conception, bravo, bravo et bravo. Mais pourquoi c'est le seul établissement? D'abord parce qu'il faut disposer de moyens. L'État ne donne pas de l'argent aux établissements pour organiser ce genre de folklorisme, entre guillemets, parce que malheureusement, c'est comme ça que c'est perçu. Dès lors que l'État va dégager des moyens pour la valorisation et la promotion des langues, pourquoi pas pour leur enseignement à l'école, alors vous verrez qu'un grand nombre d'établissements va se lancer, parce que pour enseigner les langues, il faut des enseignants. On n'est pas enseignant d'anglais parce qu'on est locuteur anglophone. C'est pas possible. On n'est pas enseignant de français parce qu'on est locuteur francophone. Vous savez comme moi que pour être professeur de français, il faut être allé à l'école et avoir obtenu des diplômes du professorat du français. Donc c'est la même chose. Il faut qu'on forme des gens qui voudraient être enseignants de telle ou telle langue. Il faut que l'État finance par le biais des structures qui existent et les gens sont motivés, des ouvrages de grammaire, d'histoire, de vocabulaire, d'orthographe, des dictionnaires, bref, tout l'équipement nécessaire pour permettre l'enseignement de ces langues-là. Hélas, au Gabon, on n'y a pas pensé au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, à tel point que toutes les gesticulations, c'est malheureusement comme ça que je peux le dire, des scientifiques et des linguistes comme moi, restent du domaine des élucubrations, malheureusement.
Appelez-nous le Holland. Vous venez d'écouter le professeur de linguistique Daniel Franck Idiata qui nous a donné ses propositions de solutions pour sauver nos langues maternelles. Sur le point de conclure, chacun va le faire pour un dernier tour de table, d'abord dans sa langue maternelle, ensuite en français, pour nous donner les propositions de solutions. Nous sommes sur Radio Nour, la fréquence est 95 FM. Nous sommes sûrs que nous sommes écoutés, très bien écoutés. Monsieur du côté du ministère de la Culture, vous êtes le chef du service de la conservation du patrimoine. Très concrètement, vos propositions, d'abord dans votre langue maternelle, ensuite en français. Bien. Merci Ebaï. Je suis en train de moi me bébé. Joy jet wumfu ndeko woviji shangafu. Même si tu bats woko, aussi c'est le msbo aussi ça. Ne vieux là, ne voyez si tu n'as pas même. Me bala, me joie et tout ça. Maintenant, ça peut que battre beau, ça menda, ça ne ban, ni ne l'accès ban, de quoi. Il y a des becs qui peut comme machement, l'État, le gouvernement, à ce genre. Et ça que moi, il me bébé, me dit, me fall. On ne bat pas quoi fall. Parce que les di bamba bekte na wobat bon yipsa ma moy mebey parce que mon mebey na ken na bapa bi le bek que ça musique le temps que ça fait la tradition le temps que bat culture mais soutenir ça joy ba wumf bes il faut ba bu bes ba boto wa on wumf o boto wumf le temps que l'État wango attendant moi me bébé me dit ndeka wa moi me bébé botte si bat bes bo wo ya fait les maman ça citoyen l'État qui bon connaît les mesures pour que bien c'est de soute veuve ya ba bat bes ba wo moi me bango parce que ndeka mo joy dit be moi me dit si me fait moi me qui ça vous yam se bat vous ne vous dire ça musique vous veut benga ba kiyuksan ya bat ba yi éviter nous jambo ne mitoko donc me bati donc dans ça fait la guerre donc jojoyi j'ai dit ni le que la paix mais donc ça fait la paix donc vous ya machement l'état qui vous l'état a été dans ça que bat bes ba wo mu mabango ne tata na mwana ndeka bote mu sandako revive sur le comment ndeka yusule tata ojo wa me yuse sa jo ou bien tata ndeka yusule mwana wa me yuse il faut que ne ba tata ne ba mama ne ba no que ne bes tout ba bo bes bo que ne ba na bango sa joyi jambo ko donc ça le wumf c'est aussi ba wo sa di seu ba fun ba wo na ju fun beaucoup de gens du côté de la banque, ne beaucoup de musique, ne ko joue de banque. Machement, pour à chaque fois. Ça mérite des acclamations et il a fait des efforts dans la maternelle. Il a donné quelle langue maternelle, monsieur Milo? C'est le Oumfou. Le Oumfou. Voilà. Une langue même en danger, parmi les langues. Tout à fait. Bon, résumé de la traduction française, vraiment un résumé. Résumé, oui, justement, résumé. Je dirais simplement que c'est une interpellation à l'endroit des familles, puisque c'est d'abord la cellule familiale, bien que toute la responsabilité incombe à l'État, mais c'est d'abord la cellule familiale. C'est elle qui doit prendre le problème après le corps, parler tout le temps aux enfants en langue, parce que on a constaté, j'étais en sciences de langage, je suis face à mon enseignante, c'est aux États-Unis, les Américains, les enfants s'approprient la langue simplement parce que c'est la mère qui transmet la langue aux enfants, par la désignation des éléments de choses qui sont autour de cette langue. Très bien. Alors, nous passons à présent à M. Nzamba. Je signale aux auditeurs et certainement aux téléspectateurs pour demain que M. Nzamba va le faire certainement dans ma langue maternelle. Donc, du coup, il fera la traduction aussi pour moi. Le mot de fin, la conclusion. M. Nzamba de l'UNESCO, vous êtes le chargé du programme culture, représentant de l'UNESCO. À vous la parole dans votre langue maternelle. Jetu UNESCO tu muhangu tu nengrunu tu kivos malongu di bodineni
Tumba tita si malongu nanipunu bapamu il faut bataji banguji bagvosabi ilongu na banbo oding. Bagvosambe oding. Di dimubeji il faut mbembu chikukoto ikon. Ba ikon na mbeba il faut ala bana club de langue. Bakvara ba club de langue au école. Ma beji. Mouiriru il faut au école dans le système éducatif balondi puis balondi tout n'icole nan lenes balondi bakinenza ban au école. Traduction, on va applaudir aussi la Simplement pour dire qu'il y a trois choses qui sont essentielles de mon point de vue. Il faut déjà que la cellule familiale à la maison, il faut que les parents parlent la langue à leurs enfants. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'à l'école, on crée des clubs de langue. Même s'il n'y a pas encore d'enseignants de langue, mais si simplement à l'école, on commence à créer des clubs de langue, ça va créer une émulation. C'est la deuxième chose. La troisième chose, maintenant, il faut que la langue entre dans le système éducatif. Et à ce moment-là, c'est le système éducatif qui prend le relais avec la formation des enseignants, par exemple à l'UNES, dans le département des sciences du langage. C'est les trois propositions que je fais. Voilà, merci beaucoup. Nous allons du côté du Grand Nord, auditeurs de Radio Nour. Soyons attentifs, ça va chauffer. Non, nous n'allons pas du côté du Grand Nord, nous sommes dans l'estuaire. Ah, ok. Nous restons dans l'estuaire, mais vraiment avec votre permission, je voudrais plutôt terminer en langue. Mais commencer un peu mon propos en français. Tout simplement pour dire que je crois que tout le monde autour de cette table reconnaît que l'État a vraiment le premier rôle à jouer dans cette affaire, dans cette sauvegarde. Si on se réfère à l'article 2 que nous avons cité plus haut, tout le monde ici, on est tous d'accord pour dire que l'État doit faire à travers une politique linguistique forte. Je crois que c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas mis une politique linguistique forte dans ce pays par rapport à l'avenir de nos langues maternelles, comme disait le professeur Idiata, toutes les gesticulations des scientifiques et autres, ça risque, comme je le dis, comme il l'a dit, ça reste... Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la cellule familiale a son rôle à jouer. Il a parlé tout à l'heure de l'expérience de l'Immaculée, du moins des collèges catholiques à l'époque. C'était pas seulement l'Immaculée, puisque Kouaben également et monsieur avait pris cette initiative, était dans cette initiative qui était, je crois, c'était Rapidolangue qui avait mené cela. Mais comme c'était un projet de Rapidolangue, quand Rapidolangue a cessé, qu'est-ce qui s'est passé? L'État aurait dû à partir de ce moment-là prendre le relais. Donc, ces enseignants qui ont servi un moment à enseigner les langues maternelles dans ces établissements, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On les a envoyés à enseigner du français. Donc, du coup, ça s'est coupé. Et pourtant, à partir de là, on avait déjà une plateforme pour pouvoir avoir un bon départ. Je vois un peu du côté de l'ENS. On a commencé à former des enseignants pour l'enseignement en langue maternelle. Mais quand ces enseignants-là terminaient, qu'est-ce qui se passait? On les envoyait enseigner du français. Le département des sciences du langage, à travers son offre de formation, a demandé à mettre en place des masters professionnels. Et à l'époque, du moins dans ces offres-là, on appelait ça médiation culturelle. Ça veut dire qu'on est vraiment là dans le développement durable. Ça veut dire qu'on va former des personnes qui vont servir dans toutes les administrations, qui vont servir au tribunal. Il y a des gens qui viennent au tribunal qui ne parlent pas correctement français. Ou qui peuvent servir dans des hôpitaux. Il y a des mamans qui ne savent pas parler en français. Donc, qui vont servir à la mairie. Il y a des transcriptions à faire. Les noms sont mal écrits, etc. Il y a un certain nombre de choses. Au ministère du cadastre, un certain nombre de choses à faire. Ce n'est pas qu'il manque de la sortie par rapport aux langues maternelles. Mais il faut une volonté politique forte. Et sans cette volonté politique forte, on fera toutes les descriptions qu'on voudra, on fera tout ce qu'on voudra faire au niveau de tous les festivals. À partir de ce moment-là, nous, ce serait toujours, on aura l'impression de tourner en rond. L'année prochaine, je crains qu'on revienne ici, dans ce même studio, pour dire les mêmes choses et qu'on déplore toujours les mêmes situations, parce que ça fait un moment que ça tourne. Le département des sciences du langage, ça a déjà près de 20 ans. Et en 20 ans, il y a quand même des choses qui auraient déjà pu se faire. Parce que ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui sont déjà là, mais qui ne sont pas récupérées par la suite pour être justement réutilisées.
Donc à partir de ce moment-là, je crains fort. Vraiment, c'est un peu ça ma désolation. C'est qu'on repart chaque année, tout le monde se plaît, mais malheureusement, les décideurs n'ont pas l'air de s'en émouvoir le moins du monde. Alors, voilà, je retiens dans votre proposition, à la conclusion, forte volonté politique dans votre langue maternelle. Alors, nous sommes bien, nous sommes femmes. Ma colle me calme comment? Ma colle me calme comment? Ma colle bâti. Ma colle bâti. Dans ma zone, bien te zaman colle me yon. Na ayon de ne mot. Ayon de ne tin. Un colle ou ne mot ou ne tin ou na mot à ne mot. Da yin gam me yon metem. Un colle mi nga manjang an bien jam. Ba colle jam metem le monsieur, mais an venir bien bitana. Borba mbani bormanda ba tedia na ba ko bon me yon on la ça ko fall donc ngo bia bon donc est sorti donc ngo bia ngo ba ko ba yon mamete bia yene sinana bonne bona pour kana me yon mameta azam ko mi ta azam bia yene tar sumanda bia yene ko ye bon manda na bi ko me yon ma bi ko mi on ko so son on comme ça nous avons seulement na koko ko abuluti bubu kama gwe on comme na mo wa lora na mo mam beta ba la ba ma na yol mo le ma zumina yol donc ma mette ma c'est ça et de bien yene bon bien bo ba nya bon bien yene vaki nabi bi ko ba bon on ko bien yene vaki nabi le bon même ba nga lora bien na china ayonda min ko mi kosu ngabia bokko bona ani bia zona mi komite ma yidang da yema mesebe betara yima na banzo ba yola bia banzo ba ninga yemo mesema yima ne zang ya yi chimve da bi ngabi kala bon na ka fena bena men ka kalba na ni bi nga soli ya yi chimba ba zam donc jodi di bia tenna ma yon me na brazam ayon iso son ko o so son nga mura zona ko ba wiye akobo gwa yema va na drona nam bangalere ma yondi abmete Akiba, c'est sur cette belle diversité linguistique que nous allons clore cette émission. Richard, tu ne vas pas reprendre. Maman l'a déjà fait en langue enfant. C'est pas la même langue. C'est pas le même dialecte. Non, j'ai laissé monsieur Nzamba de l'UNESCO de parler en langue des propositions en français. Non, voilà. Donc, voilà, certainement des propositions en français au-delà du festival. Tout à fait. Bon, mes propositions sont simples, hein. Sont assez simples. Il faudrait, comme je viens de le dire, que l'État mette un accent économique sur la promotion et la valorisation des langues. En quoi faisant? L'État doit, dans un premier temps, imposer l'apprentissage des langues au niveau des établissements scolaires et universitaires. Les imposer au niveau des concours. Imposer au niveau des concours et passage aux examens. Il faut l'imposer. Autre chose, l'État doit imposer la valorisation des langues au niveau des médias. Parce qu'il faut avouer que nos médias nous causent du tort aujourd'hui. Parce que les médias font la promotion des cultures qui ne sont pas les nôtres. Or, qu'il serait nécessaire que dans les médias, on impose des émissions qui font la promotion des langues où les gens parlent en langue, peut-être avec une traduction écrite en français. Autre chose, les cellules familiales. Il faudrait qu'à la maison, papa, maman apprennent les enfants à parler en langue. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la transmission des valeurs culturelles se fait de façon orale. Si les enfants ne peuvent pas comprendre déjà la langue, ne peuvent rien recevoir en ce qui concerne la transmission des valeurs culturelles. Donc il est important que les parents à la maison apprennent leurs enfants à parler et à comprendre leur langue. C'est cela mes simples propositions. Je crois que ceci est faisable et possible. Alors merci, c'est sur cette belle diversité linguistique, comme je viens de le dire, que prend fin ce plateau spécial pour parler de la situation des langues maternelles au Gabon, au lendemain du récent rapport de l'Atlas des langues en danger dans le monde, réalisé par l'UNESCO avec le soutien du gouvernement norvégien. Sur ce plateau, du côté du ministère de la Culture, nous avons eu Monsieur Miyoulou Charles, chef de service patrimoine, conservation du patrimoine. Du côté de l'UNESCO, nous avons eu Monsieur Nzamba, Monsieur Nzamba, voilà j'arrive, Monsieur Nzamba du côté de l'UNESCO, chef chargé du programme culture de l'UNESCO. Nous avons eu du côté de l'université Omar Bongo, du côté du département des sciences et du langage, Madame Yolande Nzambier, c'est bien ça, et Monsieur Richard Mvé. Donc sans oublier le professeur de linguistique d'Anefon Kidiata qui n'a pas pu être présent, mais nous avons eu l'élément sonore et Monsieur Rosatanga Réunion
avec qui nous avons eu des interviews plus tôt. Chacun des experts a apporté des propositions de solutions pour sauver les langues maternelles du Gabon. Je vais faire des assalamu alaikum particuliers à l'imam Ismaël Osseni et au directeur général M. Issa Abessolo pour avoir permis la réalisation de ce plateau spécial. La mise en onde a été assurée par Abdourazak Ulrich Boissata Diboti. Et la voix bantou au micro, c'est celle de Maël Manomba de Mouabi. Je vous donne rendez-vous pour samedi prochain. Le proverbe du jour de la semaine à ne pas oublier, il est à méditer tout au long de la semaine, comme à chaque numéro. Le proverbe du jour, il nous revient, il est à méditer tout au long de la semaine, il nous revient du pays écossais et il dit: qui perd sa langue, perd son monde. Qui perd sa langue, perd son monde. À méditer tout au long de la semaine. Je vous dis merci, Diboti Akiba. Assalamu alaikum. À samedi prochain. Appelez-nous Lola. À l'école au village, tout se raconte en langue. À l'école au village, c'est un rendez-vous avec notre vérité. Viens faire ta part à l'école du village et dis-moi comment dit-on je t'aime. En pour nous, c'est Niuranti. Kangwali. Notre peur vient non pas de ne pas être à la hauteur, notre peur vient du fait que notre pouvoir est presque sans borne. On se dit souvent: qui suis-je moi pour être brillant, ravissant, talentueux et fantastique? À vrai dire, qui est-on pour ne pas l'être? Nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous. En nous autorisant à rayonner, nous donnons sans le savoir la permission aux autres d'en faire autant. Et réaliser